Amateurs et amatrices de science-fiction, de ressources humaines ou de prospective, bonsoir. Je suis ravi de vous présenter ce premier épisode de VHR Singularity Show, l'émission qui analyse le monde du travail à la lumière de la science-fiction. À chaque épisode, j'interrogerai un ou deux invités sur leur vision du monde du travail et de son futur. Pour commencer cette émission, une citation de 1965, extraite de Dune. Autrefois, les hommes confièrent leurs pensées aux machines, espérant ainsi se libérer. Mais cela permit seulement à d'autres hommes, munis de machines, de les asservir. Cette mise en garde de Frank Herbert semble avoir été écrite pour nous, aujourd'hui, en 2026. Alors que l'intelligence artificielle s'immisce dans chaque recoin de notre vie, une question vertigineuse se pose. L'IA va-t-elle nous libérer du travail ? Ou va-t-elle juste nous rendre plus transparents, plus prévisibles et donc plus contrôlables ? Sommes-nous en train de bâtir une société du travail fondée sur la surveillance absolue ou une civilisation du confort où l'on finit par construire sa propre cage dorée ? Pour explorer cette ligne de crête, j'ai l'honneur de recevoir deux architectes de nos imaginaires, deux visionnaires qui ont prédit le futur bien avant que nous n'y posions les pieds. Mon premier invité est le gardien de notre conscience politique. Il nous a appris que la liberté commence par le droit d'affirmer que 2 et 2 font 4, même en face du télécran. Il est l'écrivain derrière les chefs-d'œuvre 1984 et La ferme des animaux. George Orwell, bonsoir. Bonsoir Sylvain. J'espère qu'il y a encore beaucoup de gens qui font l'acte de résistance d'écouter votre émission. Mon deuxième invité a anticipé que la plus efficace des dictatures sera celle qui ne dit pas son nom, car elle se déguisera en divertissement et en bien-être chimiquement induit. Et il a décrit cela dans son grand classique de la science-fiction, Le meilleur des mondes. L'écrivain qui craignait que nous finissions par adorer nos chaînes, Aldous Huxley, bonsoir. Bonsoir Sylvain, et merci d'offrir à nos cerveaux des réflexions qui les sortent de leur cocon algorithmique. Messieurs, au XXIe siècle, l'entreprise est devenue votre nouveau laboratoire. Entre la botte de fer et la cage dorée, quelle place restera-t-il pour les travailleurs qui verront 2050 et au-delà ? Nous nous retrouvons juste après le générique pour commencer le débat. Aldous Huxley, George Orwell. Nous sommes en mai 2026. L'automatisation et l'IA nous amènent-elles, d'après vous, vers une société d'oisiveté ou vers une classe de travailleurs oppressés ? Le danger latent, selon moi, ce n'est pas tant que l'homme se retrouve oppressé économiquement, mais plutôt qu'il devienne cognitivement inapte. L'IA limitée de 2026 commence déjà à nous enfermer dans une forme insidieuse de servitude. En nous déchargeant de l'effort de penser et de décider, elle nous anesthésie. On nous vend une amélioration de la productivité, la possibilité de laisser libre cours à sa créativité, mais je crois que c'est avant tout une forme de dégradation des capacités de l'esprit humain qui se produit. Nous créons une population de travailleurs qui, n'ayant plus de défis intellectuels, perdront toute capacité d'autonomie. C'est une forme d'esclavage par atrophie. On ne vous interdira pas de penser, puisqu'on fera en sorte que vous n'en ayez même plus l'envie. Je crains que ce soit plus brutal que ça, Aldous. Pour moi, l'IA est un instrument au service des puissants, qu'ils utilisent pour renforcer leur domination. Quand les machines produiront tout en autonomie, le pouvoir inventera des formes de travail absurdes pour que les individus restent occupés et donc contrôlables.
On ne laissera jamais les gens dans l'oisiveté, car un peuple qui a du temps finit par réfléchir à la structure du pouvoir qui le gouverne. En 2026, l'automatisation sert à intensifier la surveillance. Chaque seconde gagnée par la machine est une seconde de plus où l'on peut scruter l'obéissance de l'ouvrier comme du cadre. George Orwell, puisque vous parlez de surveillance, que pensez-vous du management algorithmique quand les performances des salariés sont suivies à la seconde près par des logiciels? C'est la fin de la singularité des travailleurs, comme si le télécran s'insérait désormais dans les rouages de votre cerveau. Lorsque votre supérieur est un algorithme, ou même sans aller jusque-là, dès que votre supérieur s'appuie sur des algorithmes, la protestation devient impossible. On ne discute pas avec les données. C'est une forme de tyrannie pure qui arrive, car elle est mathématique. Les travailleurs concernés ne vivent plus dans la peur de l'échec, mais dans celle de la baisse de leur score de performance, qui signifie la fin de leur progression dans l'entreprise, voire leur licenciement prochain. C'est la première brique d'un système de surveillance généralisée qui broiera l'individu pour en faire une donnée prévisible. Je ne suis pas vraiment d'accord, Georges, mais vous le savez, nous en avons déjà longuement débattu ensemble. Je ne crois pas qu'il y aura besoin pour les puissants de tout mettre sous contrôle par la surveillance et la force, simplement parce que le conditionnement invisible et le plaisir sont des leviers plus efficaces, auxquels nous nous soumettons déjà de nous-mêmes. Le management algorithmique est terrifiant parce qu'il est indolore. Je dirais même pire, il peut être agréable. Les entreprises utiliseront de plus en plus la gamification et les incitations psychologiques pour que le travailleur s'amuse de son exploitation. Plus besoin de surveillance, chacun atteindra sa productivité maximale par la stimulation de ses réflexes pavloviens, puis directement de son système hormonal. Ce sera une forme de dictature scientifique où la contrainte sera remplacée par l'exposition à la dopamine. L'individu sera rendu chimiquement dépendant et c'est précisément ce qui rendra cette prison sans issue. On ne s'échappe pas d'un système qui nous donne du plaisir. Effrayant. La digitalisation, le télétravail, ils ont boosté la flexibilité, ils ont aussi brouillé la frontière un petit peu entre la vie privée et la vie professionnelle. Aldous Huxley, vous le percevez comment, le télétravail? Plutôt une liberté, plutôt une forme d'intrusion? Quelle est votre lecture? Je vois ça comme une intrusion, comme vous dites. Au premier abord, cela ressemble à un acquis social, bien entendu, mais en abolissant la frontière physique du bureau, l'entreprise a colonisé le dernier refuge de l'homme, son foyer. Et elle l'a fait avec une douceur malfaisante. Avec la Covid, on nous a fait croire que travailler depuis votre salon est une conquête de liberté, alors que c'est une dissolution de notre moi privé dans le flux de la production mondiale. Vous êtes désormais connecté en permanence, que vous soyez en train de travailler ou de scroller, ce qui signifie que vous n'êtes plus jamais seul avec vos pensées. C'est la fin de l'ennui, et sans ennui, la conscience critique ne se développe pas. Je suis d'accord. Nous sommes sur le chemin vers l'abolition de la séparation entre le moi à la maison et le moi dans l'entreprise, sous des airs de confort et de liberté. Avec le télétravail, votre salon est lui aussi devenu une zone de surveillance dont vous payez vous-même le loyer. La flexibilité est une fraude linguistique. Elle signifie que vous êtes corvéable à merci à n'importe quelle heure. Seigneur, c'est de la novlangue à l'état pur. Si vous ne répondez pas à un message après 18 heures, vous serez bientôt numériquement tracé par votre employeur comme peu engagé au travail si ce n'est pas déjà le cas. La digitalisation, c'est une intégration progressive de l'individu dans la machine, sans aucun mur pour le protéger de l'œil du pouvoir. Avant de nous concentrer sur ce qui va se passer dans les années à venir, j'aimerais vous poser une dernière question concernant le présent. Quelles sont les prédictions que vous avez faites respectivement dans 1984 et dans Le meilleur des mondes, que on retrouve dès aujourd'hui dans le monde du travail, selon vous? Je suis frappé, avant tout, par la place qu'a pris la novlangue. Je l'avais imaginée comme un outil politique, mais elle a trouvé dans l'entreprise un terrain des plus fertiles. Restructuration pour licenciement, opportunité de développement pour surcharge de travail, collaborateur pour subordonné, valeur pour injonction.
Le langage managérial moderne a réalisé ma prédiction. Il ne s'agit plus de mentir, mais de rendre la vérité littéralement inexprimable. Il y a aussi ce que j'appellerais la criminalisation par les données. Dans 1984, le télécran que j'ai imaginé détectait les micro-expressions de doute sur les visages. Aujourd'hui, certains logiciels de management analysent vraiment le rythme de frappe au clavier, la fréquence des pauses, le ton des emails, pour évaluer l'engagement ou vous filment et analysent votre activité en permanence pour mesurer la productivité. On n'est plus dans la surveillance, mais dans la criminologie préventive appliquée au travail. On ne punit plus la faute, on anticipe l'intention de la commettre, un peu comme Philippe K. Dick l'avait décrit dans Minority Report. Déjà, je tiens à dire que même si nous ne sommes pas d'accord sur le format final de Dystopie, l'anticipation que George a faite de la dynamique de notre époque est absolument remarquable. Il est trop modeste. Quasiment tout ce qu'il avait décrit dans 1984 s'est réalisé. George, tu n'as pas mentionné la fabrique du réel, mais je la vois omniprésente telle que tu l'as racontée à travers le ministère de la vérité et la double pensée, entre les injonctions contradictoires dans les entreprises et les élucubrations de Donald Trump et de sa clique. En ce qui concerne le meilleur des mondes, je pense que mes prédictions ne se sont pas encore complètement réalisées, mais sont, malheureusement, à deux doigts de l'être. Ce qui me stupéfait le plus, c'est l'apparition du soma sous une forme que je n'avais pas anticipée. Je l'imaginais chimique, il s'est avéré être une application sur un téléphone. La mécanique est identique. Une substance qui efface l'ennui et maintient l'individu dans un état de satisfaction molle qui le rend parfaitement inapte à la révolte. TikTok, Instagram, prenez celles que vous voulez, elles fonctionnent toutes sur le même modèle. Et leurs techniques algorithmiques sont évidemment observées dans le monde de l'entreprise, pour voir ce qui peut en être repris à des fins d'efficacité managériale. Et on voit maintenant fleurir de l'autre côté de l'Atlantique des entreprises qui veulent démocratiser la sélection génétique des embryons ou l'augmentation des capacités cognitives par des interfaces cerveau-machine. Bien que ce soit différent du clonage des castes inférieurs dans mon livre, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un pas dans cette direction qui pourrait complètement scinder la société en l'espace d'une à deux générations. Merci messieurs. Maintenant, je vous propose de faire un bond en avant. Si la trajectoire actuelle se poursuit, à quoi pensez-vous que le travail pourrait ressembler après 2035? À quoi ressemble la version du futur du travail, peut-être la plus pessimiste que vous imaginez avec votre œil d'auteur de science-fiction? Je pense que d'ici une vingtaine d'années, aux alentours de 2050, la notion de compétence risque de devenir une relique du passé dans beaucoup de métiers. Les interfaces cerveau-machine, qui sont encore embryonnaires aujourd'hui, deviendront vite une norme sociale quand elles seront perfectionnées et accessibles, car la self-augmentation sera la clé de l'accès aux meilleurs emplois. Mais il n'y a pas que l'IA, et pas que le choix des individus. Dans le pire scénario, nous entrerons dans l'ère de l'intégration biologique, par la sélection génétique et par l'augmentation cognitive et physique. Le travail ne dépendra plus de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est. Vous décrivez une horreur absolue qui passe par la technologie, Aldous, mais vous minimisez la finalité politique. Si les choses tournent mal, d'ici 2050, le travail sera devenu l'outil ultime de la guerre permanente contre le peuple. Le métier sera effectivement sans importance. La population sera divisée en une immense bureaucratie de surveillance où chacun travaille à surveiller son voisin. Ce qu'il restera du travail ne servira pas à produire quoi que ce soit de tangible. Cela servira uniquement à épuiser l'énergie humaine pour qu'il ne reste plus une once de force pour la révolte. En 2050, vous ne travaillerez pas pour vivre, mais pour que ce que j'ai appelé le parti ou l'entité qui en tiendra lieu puisse justifier de votre existence et votre rationnement. Mais Georges, pourquoi les dirigeants s'épuiseraient à surveiller les gens par la contrainte? C'est une dépense d'énergie inutile pour le système. Dans le futur que j'entrevois, les organisations auront compris qu'un homme qui se croit libre est bien plus docile. Le travail sera devenu une expérience sensorielle. On n'aura pas besoin de vous forcer à travailler parce qu'on vous rendra addict au travail par des combinaisons de stimulation hormonale directe et des techniques de manipulation savamment pensées pour capter toute votre attention pendant des heures. Un peu comme une version optimisée de ceux de TikTok aujourd'hui. Vous serez comme un joueur de casino
Vous chercherez désespérément le prochain shoot de dopamine délivré pour avoir réalisé votre tâche, sans même vous rendre compte que votre esprit est siphonné par l'infrastructure. Votre soma, on vous le donnera en échange de votre activité. Vous sous-estimez la soif de cruauté, mon cher. Le pouvoir n'est pas une question d'efficacité, c'est une question de domination. Si on ne fait rien, l'IA permettra d'identifier le moindre soupçon de doute dans le regard des employés. On ne cherchera pas à les rendre addicts, on cherchera à les briser avant même qu'ils n'aient eu le temps de formuler une pensée hérétique. Le travail deviendra une succession de rituels d'obéissance. Si la machine vous demande de déplacer des fichiers inutiles pendant 10 heures, vous le ferez même sans aucun plaisir boosté à la dopamine, car l'alternative sera votre effacement social pur et simple. Contre des futurs aussi dystopiques que ceux que vous dépeignez, est-ce que les travailleurs peuvent encore espérer pouvoir préserver leur humanité finalement? Est-ce qu'il existe un acte de résistance qui reste possible? George Orwell. Bien sûr. La résistance à l'algorithme passe par la vérité factuelle et la vie intérieure. Demain, que dis-je? Dès aujourd'hui, l'acte révolutionnaire, c'est de tenir un journal à l'intime sur papier, de cultiver un jardin secret, de préserver ses sentiments de leur modélisation par l'algorithme. L'humanité se sauvera aussi par ceux qui refuseront de laisser la novlangue coloniser leur langage. Reconnaître que son travail est inutile alors que l'entreprise prétend qu'il est essentiel, c'est là que commencera l'émancipation. Il faut protéger la liberté, d'affirmer que 2 et 2 font 4, même si l'écran de votre bureau vous hurle le contraire pour atteindre les objectifs du trimestre. Je crains que votre carnet d'écriture ne soit qu'un gadget, Georges. Dans le futur qui nous attend, la seule résistance possible sera la conscience de son propre conditionnement. Il faudra apprendre aux humains à reconnaître les ficelles biologiques et algorithmiques qui les manipulent. L'humanité ne sera préservée que par ceux qui accepteront de souffrir, de ressentir l'ennui et de résister à la facilité, plutôt que de se laisser aller au confort numérique. La résistance, ce sera de refuser l'anesthésie, de dire « je préfère être malheureux et libre que d'être un travailleur plus performant mais lobotomisé par un faux bonheur technologique. » Mais, Aldous, comment pourront-ils refuser l'anesthésie s'ils n'ont plus les mots pour nommer la douleur? D'ici là, le système aura supprimé les concepts même de résistance ou de dignité dans la sphère professionnelle. Précisément, c'est pourquoi la résistance ne sera pas politique, elle sera métaphysique. Elle viendra de ceux qui redécouvriront le silence. Le travail moderne est un vacarme permanent de notifications et d'objectifs. Se déconnecter, non pas technologiquement, ce qui est quasiment impossible, mais spirituellement, en refusant d'accorder de l'importance à ces chimères, sera l'acte de sabotage le plus efficace. Le système peut coloniser votre temps et votre attention, mais il ne doit jamais posséder votre silence intérieur. Merci messieurs. Une dernière question pour clore ce débat. Si vous deviez laisser un message aux dirigeants d'entreprise, aux responsables RH qui nous écoutent aujourd'hui en 2026, pour éviter le naufrage que vous anticipez, que leur diriez-vous en quelques mots? George Orwell. Arrêtez de transformer vos employés en statistiques. Les humains ne sont pas un capital ou une ressource. Derrière chaque donnée de performance, il y a une conscience qui peut être écrasée ou libérée. Si vous continuez à utiliser la technologie pour traquer l'individualité, vous finirez par diriger une armée de morts vivants. Je dirais, cessez de chercher l'harmonie parfaite et l'efficacité totale. Le désordre, le doute et même l'inefficacité sont les vraies marques de l'humanité. En voulant créer un environnement de travail sans friction, vous créerez une prison dont personne ne pourra sortir, pas même vous. Laissez de la place à l'imperfection humaine, car c'est là que réside la seule créativité réelle. Aldous Huxley, George Orwell, merci. Ce débat nous laisse avec une mise en garde nécessaire. Espérons que les prédictions de Frank Herbert et les vôtres ne se réalisent pas, quand il n'est pas déjà trop tard. Non pas parce que vous serez trompés, mais parce que nous aurons eu le courage de prendre notre destin en main. Comme chaque semaine sur The HR Singularity, nous terminons en musique. Découvrez notre sélection immersive pour vous plonger sensoriellement dans l'univers de nos invités de ce soir. À bientôt!